J'ai le très grand plaisir d'ajouter un nouveau pays à la carte que je vous ai présentée ce matin, parce qu'il nous manquait la Suisse. Je ne dirai rien à mon étudiante qui a fait ça très joliment, vous l'avez vu. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir en terre française donc Neus Salvaguarida et Aurélie Picton, qui donc nous viennent, vous l'aurez compris, de Suisse, de Genève plus particulièrement. Je ne vais pas faire leur biographie complète, mais je voulais juste leur dire que j'étais très contente qu'elles soient là. Et je vous remercie d'avoir proposé quelque chose pour ce colloque et je vous laisse prendre la parole. Merci Valérie. Alors je vais juste donner quelques mots d'introduction parce que ce que Neus va vous présenter, c'est sa recherche de master qui est en cours. Et aussi en construction soit-elle, on trouvait intéressant de présenter les réflexions que ça ouvrait, parce que finalement cette recherche s'avère assez tentaculaire et permet de réfléchir à d'autres possibilités de liens entre terminologie et simplification, qu'on va questionner ici à travers la question du FALC, la langue FALC, FALC pour facile à lire et à comprendre, qui est une amélioration assez grande de la compréhension des textes pour des publics qui ont des difficultés de communication. Initialement, ce sont des publics avec des difficultés en situation, on va dire, de déficience intellectuelle. Et ces dernières années, c'est appliqué aux populations migrantes. Et c'est le public qui a choisi de travailler Neus. Donc, elle va vous présenter sa recherche de master en cours. Alors, pour commencer, ce que je vous montrerai, c'est un exemple de ce qui est le FALC, juste pour s'il y a quelqu'un qui n'est pas familiarisé avec ces concepts. Vous pouvez voir que ce sont des textes assez brefs, aussi assez simples, et avec des coupures même dans les phrases pour faciliter la lecture. Les objectifs de ces recherches sont, cette recherche vise à nourrir deux axes. La première, plus linguistique, c'est l'intégration de la terminologie en FALC, et la deuxième, c'est beaucoup plus sociale, c'est l'amélioration de l'accessibilité de la population migrante en général, surtout aux procédures administratives, pour pouvoir s'insérer dans leur pays d'accueil. Alors, pour faire ça, ce que nous avons fait, c'est trouver deux questions de recherche. La première, c'est comment la terminologie est-elle intégrée dans les FALC. Et la deuxième question, ça serait comment on définit les termes en FALC. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est analyser et évaluer les stratégies et les structures de définition qu'on a trouvées dans notre corpus, et après les passer par une évaluation humaine. Pour commencer, il faudra faire un point de l'état de l'art pour connaître la situation actuelle de la terminologie en Espagne. Ce que nous avons trouvé par rapport à la terminologie en FALC, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance de l'importance de la terminologie en FALC, même pour la communication en FALC spécialisée. Ça, évidemment, pose un problème énorme de compréhension de ces textes et peut même empêcher ces textes en FALC à arriver à son but ultime, à aboutir à son but ultime, qui est évidemment la communication, ou rendre la communication plus accessible. À part de ça, il y a non plus un traitement homogène de la terminologie à aucun niveau. Ça veut dire qu'on n'a pas une structure de définition, on n'a pas même des stratégies concrètes pour traiter la terminologie, et tout ça difficulte encore plus, rend plus difficile la compréhension et la transmission des connaissances en FALC. Ça se voit aussi dans les normes et les recommandations qu'on a. C'est vraiment important de noter que dans le monde du FALC, les guides et les normes d'écriture sont très importants, et nous en avons analysé 3. On va commencer par la norme AUNE. La norme AUNE, c'est la seule norme qui a été standardisée pour les FALC en Espagne. C'est juste pour l'espagnol d'Espagne, et ça a été publié en 2018. Après, on a aussi la norme Inclusion Europe, c'est la norme préférée par l'Union européenne. Elle a été traduite à toutes les langues de l'Union européenne, y compris l'espagnol aussi. Et après, on trouve la norme EFLA. C'est la première norme en FALC. Et elle a été rédigée par la International Federation of Library Associations and Institutions. Et c'est la seule qui existe pour l'espagnol et pour les catalans aussi, parce que notre recherche va être bilingue entre ces deux langues-là. Alors, il y a beaucoup d'incohérences et il n'y a pas du tout de consensus entre ces trois normes-là. Ici, il y a un petit exemple, surtout sur le positionnement des glossaires dans les textes en FALC. Par rapport à la norme AUNE, ils disent que ça serait mieux de les mettre au début. Après, la norme Inclusion Europe considère que ça c'est mieux de les mettre à la fin. Et en fait, pour la norme IFLA, ils n'ont pas de préférence parce qu'en fait, ils ne savent pas même s'ils veulent ou ne veulent pas de terminologie dans leur texte. Alors, c'est une situation assez compliquée, et tous ces flottements, c'est ça que nous allons essayer d'étudier dans notre recherche. Ici, vous pouvez voir des exemples
observer dans les corpus, juste pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la terminologie en FALC. On fait des glossaires. Les glossaires sont assez similaires à ce qu'on trouve dans des glossaires généraux, mais c'est vrai que, évidemment, les définitions sont en FALC. Après, nous trouvons aussi des fiches, ce sont là aussi. Cette structure, mais c'est vraiment entre une fiche et un CRC, un contexte en connaissance. Après, on a aussi des définitions qu'on va trouver au fil de la lecture. Et après aussi, on va trouver des glosses. Les glosses sont standardisées en espagnol. Vous pouvez les voir à côté des mots en cas où ils sont reliés pour donner les définitions d'une façon un peu plus organisée. Alors, maintenant les aspects méthodologiques. Pour faire ces recherches, ce qu'on a fait, c'est avoir 3 axes, 3 étapes qui vont être les suivants. On a commencé par des entretiens préalables avec des acteurs du milieu. Après, on a continué avec une analyse des corpus. Et après, on a fait des évaluations, on fera des évaluations humaines avec toutes ces options terminologiques, avec des groupes formés par membres du public cible. Alors, je vais vous donner maintenant les résultats préliminaires. C'est la partie la plus intéressante de ma présentation. Ah bien, c'est vrai. Alors, ce que nous avons pu constater avec cet entretien préalable, c'est le suivant. Pour commencer, on a confirmé notre état de l'art, ce qui est vraiment intéressant. Et même, nous avons pu découvrir un peu qui était derrière cette étude de la pratique et qu'il y était derrière cet état de l'art. Alors, nous avons vu qu'il y avait une terminologie faite au cas par cas et qu'en fait, ça a été une conséquence possible d'une certaine précarité du milieu. Vu que les FALC, c'est quelque chose qui est encore très lié, au moins en Espagne, au milieu associatif, c'est quelque chose qui dépend parfois du bénévolat ou des subventions de l'État. Et évidemment, ça fait que leur situation économique soit plutôt instable, pour le dire de la façon plus sympa. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui impacte beaucoup la pratique et surtout qui fait très difficile de prendre des recul pour pouvoir faire vraiment des études de la pratique et de la théorie du FALC et de l'intégration de la terminologie ou d'autres éléments qui peuvent être périphériques, mais même importants dans ce type de langue. Après, aussi, c'est important de noter que ce sont des entretiens semi-dirigés et que ce sont auprès des adaptateurs et adaptatrices professionnels du FALC et aussi du milieu des bibliothèques, parce qu'ils sont encore aujourd'hui un élément très important dans l'univers FALC en Espagne. Par rapport au corpus, c'est un corpus d'environ 200 000 occurrences, c'est un corpus comparable espagnol-catalan. Alors, on a un corpus en catalan de 130 000 occurrences et après un corpus en castillan un peu plus petit, 110 000 occurrences. Chacun, et aussi ce sont des textes administratifs et informatifs issus des organismes gouvernementaux. On a trouvé des triptyques, des brochures, des déclarations et des guides. Et après aussi, c'est important de noter que les textes sont écrits par des spécialistes du domaine et après sont adaptés par des professionnels du FALC. On n'a pas utilisé des textes qui viennent du bénévolat, même s'ils existent, parce qu'on a décidé de faire que tous les textes qui rentrent soient faits pour des professionnels. Aussi, à niveau diachronique, les périodes sont très similaires. Ça, c'est 2008-2024 pour catalan et 2010-2024 pour l'espagnol. C'est important de noter que ce sont des textes, sont des corpus répétitifs, pas juste parce que les textes, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'occurrences avec chaque texte, mais aussi parce qu'on a travaillé juste avec les textes qui sont orientés aux migrants. Il n'y a pas trop encore de textes en FALC orientés aux migrants, et alors ça a beaucoup raccourci notre option en tant que collègue de texte. Aussi, c'est important de noter qu'il y a des biais dans évidemment ces corpus si petits. Les premières, c'est le fait qu'il y a beaucoup de textes en espagnol qui représentent la réalité après l'apparition de la norme FALC, de la norme ONE. Ça a beaucoup changé la façon de traiter la terminologie en FALC en Espagne et ça a amélioré beaucoup la situation de la terminologie. Alors, les résultats que vous verrez après sont très influencés par ça et ça fait que les résultats en castillan sont beaucoup plus positifs que ceux en catalan, juste parce qu'ils sont sous-représentés sur les corpus. Après, pour les éléments d'analyse, ce que je vais vous montrer, ce sont les textes
la proportion des textes comportant des éléments de définition pour l'ensemble des termes administratifs utilisés. Le principal problème qu'on a trouvé dans ce corpus, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de termes qui n'étaient pas du tout définis, et ça empêchait même la compréhension des textes. Vous pouvez voir que, par exemple, dans le cas de triptyque en catalan, juste 40% d'entre eux ont des termes définis, et alors ça veut dire qu'il y a 60% qui ont au moins des sections qui ne peuvent pas être comprises parce qu'il n'y a pas de travail terminologique fait qui permet ces compréhensions. C'est la même chose pour les triptyques en castillan ou même pour les déclarations en catalan où il n'y a pas du tout de traitement terminologique dans ce contexte. Les résultats améliorent vraiment avec les guides surtout parce que ce sont des textes plus longs. Les plus longs que c'est les textes, il y a plus d'espace pour faire de la terminologie. Merci. Mais merci. Évidemment, c'est... Je réponds. Ah oui. Ce problème de ne pas définir les termes, ça a été quelque chose qu'en fait, ça a été très surprenant pour nous quand nous avons fait l'analyse et nous avons décidé de parler avec les professionnels sur ça. Et ce que nous avons dit, c'était qu'en fait, il y avait des situations dans lesquelles ils préféraient utiliser... Penser aux... Oh, merci. Ce que les professionnels font, c'était de ne pas traiter dans les textes les termes parce qu'ils considéraient que ces personnes qui étaient en situation de besoin du FALC aurait un soutien externe pour faire cette réflexion terminologique avec eux. Évidemment, avoir cet appui externe, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sûr. Pas tout le monde a, surtout dans ces situations de vulnérabilité, quelqu'un pour les aider à comprendre ces textes. Et aussi, c'est important de voir que c'est une situation vraiment paradoxale, parce que quand les FALC, c'est surtout un outil d'indépendance et d'autonomie pour la population. Alors, que la compréhension des textes spécialisés en FALC doit dépendre de quelqu'un d'autre, d'un tiers externe, c'est complètement antithétique au objectif, au but ultime du FALC. Alors, ça, c'est vraiment un enjeu très important dans le monde du FALC. Pouvoir combler les lacunes terminologiques et trouver des situations et des solutions pour pouvoir traiter ça. Après, pour ce que vous voyez plus ou moins les résultats de la répartition des stratégies dans les textes, vous pouvez voir qu'en espagnol, il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'options et il y a beaucoup plus d'idées, surtout parce que ça vient une autre fois à cette norme UNE. La norme UNE traite beaucoup la terminologie, même si d'une façon assez rudimentaire, mais c'est assez pour avoir une vraie amélioration de la réalité de la terminologie en FALC et on fait au moins un début d'intégration de la terminologie en FALC qui n'existe pas en catalan, même si dans les textes plus anciens, nous pouvons voir que la situation dont elles commençaient, c'était la même. Les deux langues ont commencé dans le même plan, mais après, grâce à cette intégration de la norme et à cette intégration de la terminologie qui est venue après la norme, et grâce à cette norme, la situation de l'espagnol a vraiment amélioré. Il y a des combinaisons assez intéressantes, comme par exemple la combinaison de CRC, glose et glossaire, qui peut être trouvée en catalan et en castillan, mais surtout en castillan, et qui vraiment aide à la compréhension indépendante des textes de spécialité. Après, plutôt dans les perspectives, on va continuer avec l'évaluation humaine des stratégies. Ça va être dans l'optique de la recherche conviviale et ça va être avec l'aide de la population migrante allophone en Catalogne qui participe au club de lecture de CNPL. Et ils sont déjà engagés dans la lecture de FALC. Alors, ça va être beaucoup plus facile pour nous de leur proposer ces projets et commencer à travailler avec l'amélioration après. Finalement, par rapport à la remarque conclusive et perspective, vraiment, nous ne nous attendons pas à trouver beaucoup de questions de front à combler dans cette recherche. On pensait que nous allons faire juste des ajustements. Après, ça a été complètement différent, ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé une réalité où la terminologie n'était pas trop prise en compte dans les FALC, où c'était un enjeu vraiment important, mais sans les ressources et les moyens pour pouvoir y travailler dessous. Et vraiment, ça a été quelque chose qui a fait changer complètement
l'orientation de ces projets. Alors maintenant, ce que nous avons, c'est un état des lieux de la réalité de la terminologie en FALC, en Espagne, et que vraiment, ce qu'il fait, c'est ouvrir d'innombrables voies de recherche dans cette union de la terminologie et le FALC, surtout pour ce qui concerne ces derniers. Parce que comme nous avons déjà dit, le fait qu'il n'y a pas de terminologie en FALC, ou le fait que la terminologie ne soit pas bien traitée en FALC, c'est un enjeu qui va directement au cœur de FALC. Si on n'a pas la possibilité d'utiliser les textes en FALC de façon autonome, et dans les textes de spécialité, ça passe par la terminologie, parce que toute connaissance de spécialité est véhiculée par les termes, nous ne pouvons pas donner de l'autonomie à la population. Et c'est pour ça que les FALC existent. Les FALC existent pour donner de l'autonomie et de l'indépendance à leur population cible. Alors, peut-être le FALC n'est pas un enjeu trop important pour la terminologie, mais la terminologie, bien sûr, est un enjeu très important pour les FALC. Après, par rapport aux perspectives, pour que ma mémoire n'est pas complète, c'est qu'on a, à court terme, évidemment, finir la 3e étape d'évaluation et synthétiser tous ces résultats. Et après, à moyen et long terme, mener des enquêtes à punta en échelle, observer en diachronie l'impact de l'application des normes selon les langues, parce que vraiment, les changements avec la norme AONE a été quelque chose d'encourageant et de très, très évident. Et après aussi, continuer à ouvrir les réflexions entre terminologie et FALC. Alors, merci beaucoup. C'est déjà fini et désolée pour parler si vite. Quand je pense qu'elle m'a essayé de me soudoyer pour avoir du temps supplémentaire, alors qu'il y a un respect absolument parfait, voire même inférieur au temps réglementaire, là, bravo, bravo et merci beaucoup. Alors, il y a un micro qui circule dans cette salle, parce que là, du coup, j'étais ce matin, voilà, où en fait, vous pouvez, et ça suffit pour l'enregistrement. C'est vrai que les contextes sont assez similaires, au moins au début. C'est ça, l'apparition de la norme AONE vraiment a changé la réalité de l'espagnol, mais au moins au début, jusqu'à l'année 2018, la situation était assez similaire. C'est vrai que les catalans, c'est une langue minorisée en Espagne, et alors ça veut dire qu'elle a tout un type d'appui, de soutien, gouvernementaux et institutionnels, que ça aide parfois à trouver des subventions. Ça, au moins, on a ça. Mais par rapport au contexte, loi, choses comme ça, pas du tout. La seule différence, c'est ça, qu'il y a des lois qui protègent les Catalans d'une façon que ça n'existe pas avec l'espagnol, parce que l'espagnol n'en a pas besoin. Mais c'est vraiment ça. En fait, il y a beaucoup de textes en castillan ou en catalan qui sont dans ces deux corpus, parce qu'il y a les deux versions, elles sont prises aussi du gouvernement de la Catalogne. Alors, vraiment pas de trop différences contextuelles. C'est juste ça. Anne. Merci. Alors, c'est qui rédige en FALC et qui fait les normes en FALC. Je vais commencer par là. Normalement, en Espagne, parce que c'est encore quelque chose qui reste dans les milieux associatifs, les associations ont un double, les associations de défense de FALC ont un double travail. D'une part, ils défendent les FALC et l'usage des FALC, et aussi ils proposent ou même essayent de trouver des supports politiques pour passer des lois liées au FALC et à l'accessibilité en général.
Et de l'autre côté, ils font les adaptations. Ils sont contactés par les gouvernements et les organisations régionales pour faire les adaptations officielles de leurs documents qu'ils considèrent qui sont nécessaires à... parfois, c'est compliqué. Normalement, ce sont des traducteurs. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Il n'y a pas encore des cours en université, par exemple, pour parler de l'adaptation en FALC. C'est quelque chose qui maintenant est en train de sortir du bénévolat et s'est professionnalisé. Et normalement, ce sont des traducteurs, traductrices qui après, ils font des cours ou des choses plus limitées, pas des masters par exemple, pour apprendre à adapter des textes en FALC. Par rapport à la législation, normalement, cette norme guide vient une fois plus de ces associations, mais maintenant en Espagne, après, avec la première norme standardisée, ça a venu de la ENOR, qui est l'organisation de standardisation du gouvernement de l'Espagne. Alors, ça serait intéressant de finir ces recherches avec un guide, un petit recueil de recommandations sur comment faire la terminologie en FALC. Et si ça vient d'une université, ça serait tout à fait faisable. Parce qu'il n'y a pas encore... Oui, j'ai eu des contacts avec associations, surtout associations, et vraiment, c'est ça ce que je trouve est tiré des entretiens préalables. Toute cette réalité, on peut encore flou du FALC. Ajouter un détail, c'est que là, c'est dans le contexte espagnol, mais en Suisse, par exemple, l'année passée, au fédéral, ils ont ouvert un groupe de gens pour rédiger les textes en FALC. Par contre, s'il y a des normes et que ça, il y a aussi des gens qui peuvent vérifier que ce soit bien selon les normes par rapport au discours, il y a toutes des règles FALC qui sont déjà hétérogènes, ce que tu disais au niveau des glossaires, mais qui existent. Donc ça, je ne sais pas à quel point nous, on pourrait intervenir, mais en tout cas, la terminologie, disons qu'il y a beaucoup de gens sur le niveau discours, il y a beaucoup de gens. Absolument. En fait, oui, il y a des pays qui sont beaucoup plus développés que l'Espagne. Probablement en Europe, les pôles plus développés, c'est maintenant dans les pays du Nord, surtout dans la Suède, où même ça a devenu très institutionnalisé, mais il y a, on peut voir des bonnes pratiques dans tous ces États, dans tous ces pays qui essayent de régulariser les FALC et de l'institutionnaliser et de vraiment l'extraire de cette situation de précarité où il est dans les milieux associatifs et vraiment pouvoir l'insérer dans les services linguistiques généraux pour l'État. Dans la langue allemande, il y a pas mal de choses aussi qui sont faites sur la simplification. Là où ça devient difficile, c'est qu'il y a deux aspects. C'est que, on le verra déjà dans la session, la simplification, c'est un continuum qui va vraiment de la vulgarisation jusqu'à du FALC très très FALC. Donc, et dans le FALC même, ben, nous on s'intéresse à la population migrante, ce qui pose des questions parce que la population migrante ne veut pas forcément être assimilée à la population en situation de Oui, Étienne.
voie que la terminologie peut explorer. À voir avec le plain language, le langage clair. Oui. Non, c'est pas la même chose. Mais c'est un continuum. C'est pas la même chose parce qu'on va changer en termes de public, en termes de règles, en termes d'amélioration ou de niveau d'amélioration. Ça peut jouer aussi sur la structure du texte. On le voit peut-être pas beaucoup, mais le FALC, ça peut être aussi très visuel. Ça peut être des pictogrammes à la place. Donc ça peut aller vraiment très très loin. Ça qui est mis en avant, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui va dans du très complexe à du très simplifié. Mais justement, ça c'est quelque chose où nous, les travaux qu'on lit, il n'y a jamais rien en terminologie, il y a des choses qui sont touchées, des questions de terminologie très centrales. Donc c'est bien le but de faire venir Néous ici et Du coup, si je peux prendre la parole, parce que merci beaucoup pour cette intervention, parce que effectivement, alors on va pas fâcher Étienne, hein, et on va pas parler de plain language, mais on va parler plutôt effectivement de langage clair et simple, vous savez, puisqu'il y a une norme qui est travaillée actuellement à la FNOR à ce propos, et qui justement s'intéresse précisément à ces questions. Et alors, du coup, Néous s'est sauvée parce qu'elle ne voulait plus, sans doute qu'on lui pose d'autres questions, mais c'est peut-être une piste pour Aurélie et Néous, justement, et c'est tout à fait pour rebondir sur ce que disait Anne tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on voit aujourd'hui plein de choses qui sont relatives à ces questions de simplification. Ce n'est pas pour rien que j'ai proposé cette thématique-là lors de ce colloque, parce qu'entre la vulgarisation qu'évoquait notamment François Gaudin, entre le FALC, entre le langage clair et simple, Étienne, nous l'avons dit, clair et simple, et non pas plain language. Il y a effectivement des ponts, et il y a beaucoup de choses. Alors, juste un petit point pendant que Véronique... Frédéric, tu peux t'installer. Comme ça me permet de meubler en attendant. En fait, une chose qui m'a frappée, c'est quand même la date du corpus, parce qu'en fait, il me semblait que ça faisait seulement 3-4 ans qu'on commençait à parler vraiment de FALC en France, mais peut-être que justement l'Espagne, comme tu nous l'as montré, est vraiment précurseur. Je n'ai pas le féminin de précurseur tout de suite, là, mais ça va me revenir. Peut-être que non, n'existe pas, il faudra peut-être faire quelque chose. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelque chose qui a été travaillé notamment à Toulouse. Et je crois que moi, une chose qui m'a frappée dans cette présentation, c'est précisément le fait que le nombre de contextes riches en connaissances, qui est un contexte qui n'est pas si naturel que ça, et on a vu comment tu as pu utiliser ça, et qui montre vraiment la validité de ce concept-là. Voilà, c'était mes 2 remarques, ce qui permettait comme ça de mettre mon grain de sel et de laisser donc Federica s'installer, que je vais présenter dans... Alors, Federica. Alors ça, par contre, il y avait l'Italie sur la carte de ce matin. Hein, oui. On a vu. Donc, on a une nouvelle représentante ici. Donc, Federica Vedani, qui nous vient de l'université de Padoue. Lieu absolument magique, que j'adore. Voilà, donc je rêve d'y aller. Ça, c'est un petit message perso. Federica, je vais te laisser la parole. Oui, merci. Merci. Ok, donc, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous voudrions d'abord remercier les organisatrices et les organisateurs de ce colloque, notamment Valérie Delavigne, que nous avons aujourd'hui ici comme présidente. Je tiens aussi disons ma collègue Sara Vecchiato, pour des problèmes de santé, elle n'a pas pu participer au colloque. Donc aujourd'hui, j'essaie aussi de présenter sa partie de la présentation qui concerne plutôt les côtés de la rédactologie, et je serai heureuse de essayer de répondre à vos questions, sinon je vais lui transmettre vos questions. Donc, cette communication porte sur les documents
d'information et d'éducation destinée aux personnes atteintes de diabète de type 1 qui doivent gérer des situations d'hypoglycémie. L'objectif est donc celui d'améliorer la rédaction de ces documents et l'hypothèse que nous suivons est d'utiliser des langues naturelles contrôlées. Dans le cas du français, il s'agit de retrouver le français rationalisé qui n'est plus utilisé depuis la fin des années 90, contrairement à ses homologues italiens et français. Et là, je fais référence au Simplified Technical English et Italiano Tecnico Semplificato. D'abord, nous examinerons quelques caractéristiques de la prise en charge du diabète par l'individu. Ensuite, nous choisirons 3 textes d'instruction, un pour l'italien, un pour le français et l'autre pour l'anglais, qui partagent de caractéristiques similaires. Encore, nous comparerons les langues naturelles contrôlées d'abord avec le langage clair et simple, tiens, on n'est pas là, mais bon, et ensuite avec les langues faciles. Nous conclurons par une analyse de la gestion de termes dans les textes réécrits. Donc, la question de recherche porte sur la possibilité d'améliorer la rédaction de textes d'information destinés aux personnes atteintes de diabète de type 1. L'hypothèse sur laquelle nous nous proposons de travailler est celle de l'utilisation de langues naturelles contrôlées qui, comme nous le verrons, ont été conçus dans les années 80 pour la rédaction de textes techniques spécialisés. Comme on le sait, alors que l'anglais technique simplifié et l'italien technique simplifié ont continué à être utilisés de manière systématique, le français rationalisé a été abandonné à la fin des années 90. L'objectif est donc celui d'analyser la réformulation française de ce texte en la comparant aux réécritures en anglais et en italien. En ce qui concerne le contexte, donc le domaine dans lequel on a travaillé. Donc, il faut d'abord savoir que le diabète, en particulier le diabète de type 1, est une maladie vraiment très difficile à gérer pour la personne qui en souffre. Nous nous concentrons ici, dans ce travail, sur la gestion de l'hypoglycémie, qui se manifeste lorsque le taux de glucose dans le sang est inférieur à 0,7 g par litre. Et dans ce cas, la personne court de graves risques. Donc, l'hypoglycémie peut être légère ou sévère. Si elle est sévère, la personne est inconsciente et nécessite une injection de glucagon. Alors que si l'hypoglycémie est légère, la personne est consciente, elle peut intervenir selon ce qu'en italien on appelle la regola del 15, donc la règle du 15 minutes. On va voir. Dans ce cas, il est vraiment impératif de prendre des mesures immédiates car le risque à court et long terme sont très graves, comme vous pouvez le voir ici. Donc, nous avons décidé de travailler de la manière suivante. Nous avons collecté plusieurs textes explicatifs et procéduraux concernant la règle du 15. Ici, je ne sais pas si c'est trop visible, mais au fait, il y a l'explication de ce que est la règle du 15, donc prendre 15 grammes de sucre et après 15 minutes à nouveau mesurer les taux de sucre dans les sangs, etc. Donc c'est vraiment une procédure qu'on doit répéter chaque 15 minutes. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'instructions, donc la compréhension n'est pas anodine et qui, comme nous l'avons dit, sont d'une importance vitale. C'est pourquoi aussi des forums et des groupes Facebook ont vu les jours où les personnes échangent des informations sur la gestion de la thérapie. Le texte que nous avons trouvé concernant la règle du 15 sont assez nombreux. Donc nous avons choisi, en ce qui concerne le travail sur le français et l'italien, nous avons choisi un texte canadien parce que cela nous permettrait de comparer exactement le même contenu en anglais et en français. Alors que pour la partie italienne, nous avons hésité car il y avait plusieurs typologies de textes. Nous avons évité de prendre de textes faisant un usage important d'images, d'illustrations par exemple, afin de nous rapprocher du texte canadien. Donc des 2 textes restants, nous avons évalué la lisibilité de ce texte en utilisant le logiciel Corrige. Et choisi le texte qui résulte comme le plus difficile à comprendre.
Donc, pour analyser le texte, nous avons utilisé cette grille rédactologique qui met en évidence le fait que chaque texte est au centre d'un écosystème d'informations différents. Par exemple, le fait qu'un texte ait été produit par de consultations externes d'hôpitaux, de pharmaciens, des associations des patients, modifie naturellement les besoins pris en compte et tient en compte du profil et des attitudes différentes du mandant. En tant que vulgarisation d'un contenu scientifique spécialisé, tous les textes que nous avons choisis sont caractérisés par la dimension de la didacticité. Donc, c'est un concept qui est connu au fait dans le texte de vulgarisation que le texte didactique. L'objectif est celui de véhiculer l'information, des connaissances spécialisées. Donc, la dimension de la didacticité est là. Donc, nous nous référons ici à la recherche de Vecchiato sur les textes traitant de l'insuffisance cardiaque, dans laquelle elle a mis en évidence certaines opérations textuelles récurrentes dans les passages de textes scientifiques aux textes de vulgarisation. On retrouve dans ce schéma les caractéristiques bien connues de textes spécialisés qui utilisent de termes scientifiques, de collocation terminologique, une syntaxe compacte et dense et une grande précision. Le lecteur est supposé dans ces cas avoir de connaissances préalables. Nous distinguons donc différentes dimensions de la compréhension textuelle, un premier niveau acquisitif, en outre, lié à la reconnaissance du vocabulaire à gauche et de la syntaxe à droite, un deuxième niveau logique, lié à la reconnaissance de termes et à la cohérence du discours, et un troisième niveau figuratif, lié à la représentation mentale du contenu du texte. Notre hypothèse est qu'en vulgarisant un discours spécialisé, on essaye d'écrire un texte clair, et là vous voyez les continuums dont on parlait. Pour des non-spécialistes, il y a certaines opérations textuelles qui reviennent et qui peuvent être décrites sur ces trois niveaux. En partant donc du bas, la première opération concerne la sélection des informations, donc il ne sera pas possible de tout expliquer avec la même précision. Donc certaines informations seront omises côté gauche. Inversement, certaines informations devront être insérées pour combler des connaissances préalables manquantes côté droite. Au milieu du schéma, on voit que tous les termes ne sont pas tous conservés, mais qu'il y a un tri très minutieux où l'on ne garde que les termes qui sont pertinents pour l'individu, c'est-à-dire seulement les contenus conceptuels dont l'absence compromettrait la compréhension de l'ensemble du message. À droite, la rédaction du paragraphe devient particulièrement systématique et cohérente. Et note du schéma, on constate aussi que les mots rares sont remplacés par des mots plus courants, tandis que la syntaxe devient beaucoup moins dense et les nominalisations, par exemple, sont abandonnées et remplacées par deux phrases sujet, verbe, objet. En ce qui concerne la méthode de simplification adoptée pour ces textes, nous avons utilisé 3 langues naturelles contrôlées, mais avant d'entrer dans les détails, il est toutefois nécessaire de faire une distinction entre ce que nous entendons par langage clair et simple et langue naturelle contrôlée. Donc, comme on le sait, en juin de l'année dernière, en 2023, une norme ISO relative aux principes et lignes directrices du langage clair et simple a été publiée. Cette norme est produite au sein du comité technique Transept de l'ISO, qui s'occupe justement de langage et terminologie, et vise à fournir des principes généraux de bonne rédaction, on peut dire, applicables à toutes les langues, pour que le texte véhiculant des informations spécialisées soit, et là vous voyez les 4 principes, trouvable ou facile à trouver si on veut, utilisable, pertinent et compréhensible pour le lecteur final. En particulier, en termes de compréhension du texte, vous voyez ici résumé dans la diapositive le principe directeur qui ont été extraits de la norme elle-même, qui stipule que le
texte doit être formulé de manière compréhensible pour l'utilisateur, par exemple par le choix de mots familiers, de phrases claires et concises, éventuellement par l'ajout des images qui peuvent faciliter la compréhension. Cependant, la norme ne contient pas de spécification pour de langues de travail spécifiques, parce qu'il s'agit au fait d'un document qui fournit de lignes directrices très très générales. Ce type de spécification se trouve plutôt dans les langues naturelles contrôlées, qui peuvent être considérées, si on veut, comme une sorte d'actualisation pour de langues de travail spécifiques. Dans cette étude, nous avons analysé ces 3 langues naturelles contrôlées, donc le Simplified Technical English, Italiano Tecnico Semplificato et Français rationalisé. Comme on le sait, il y en a d'autres, mais nous avons décidé d'utiliser ces 3-là pour en particulier notre expérience directe de travail au sein de groupes de maintien du Simplified Technical English et Italiano Tecnico Semplificato. En particulier, moi personnellement, je fais partie de ces 2 groupes de travail. Et la dernière version du Simplified Technical English et Italiano Tecnico Semplificato ont été publiées respectivement en 2021 et 2016. Il faut dire qu'il y a cet objectif. Donc, l'objectif est celui d'élargir le champ d'application. C'est-à-dire que le Simplified Technical English a été initialement conçu dans le contexte aérospatial, mais maintenant, on est en train au fait de réfléchir sur l'applicabilité de cette langue naturelle contrôlée aussi sur d'autres domaines, comme par exemple le domaine médical. La même chose aussi pour l'italien. L'italien qui a été publié en 2016, qui dérive du Simplified Technical English. Et la chose intéressante est aussi qu'on est en train de discuter s'il faut changer les noms. Donc, parce que là, on a Italiano Tecnico Semplificato et Simplified Technical English. Au fait, cela renvoie à l'idée de quelque chose de technique et pas sur le côté scientifique. Donc, on est en train de discuter si on doit changer en utilisant quelque chose comme spécialisé afin d'englober les 2. Mais bon, là, c'est une autre discussion. Le français rationalisé, lui aussi, dérive du Simplified Technical English et là aussi, il a été conçu pour les domaines aérospatiaux. Mais cela, au fait, récemment changé depuis la fin des années 90. Et donc, c'est là la raison pour laquelle on a décidé de tester son applicabilité en tenant compte de la nécessité de le mettre à jour. Toutes les langues naturelles contrôlées, ici vous voyez le Simplified Technical English, se compose de restrictions exprimées sous forme de règles et d'un dictionnaire qui contiennent les termes qui sont approuvés ou les termes qui ne sont pas approuvés dans certains domaines. Parmi les instructions, donc les règles, on peut noter que le niveau lexical est très contrôlé, c'est-à-dire que seulement le terme ou les mots qui se trouvent dans les dictionnaires peuvent être utilisés. Et cela ne se limite pas aux termes au sens strict, mais aussi aux collocations terminologiques. Et comme l'a souligné Luca Seriani, un linguiste italien, les collocations terminologiques sont généralement abandonnées dans le langage clair. Ici, ils sont laissés tels qu'ils ont été approuvés. Enfin, au niveau syntaxique, la simplification est considérable. Il faut par exemple compter le nombre de mots n'utilisés que certains temps et modes verbaux, etc. En ce qui concerne le français rationalisé, il a été développé par le GIFAS, donc le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Les objectifs du français rationalisé étaient doubles. Donc d'abord de permettre aux auteurs d'écrire dans un français qui est aussi facile à traduire en anglais simplifié et aussi pour augmenter la clarté même pour les lecteurs francophones. Dans ces cas aussi, on a 2 règles concernant par exemple la longueur maximum le nombre maximum de mots par phrase, en faisant une distinction entre le texte qui contient des procédures et les textes qui contiennent des descriptions. Et aussi, on a le vocabulaire, donc la liste, disons, de termes qui sont approuvés et le sens approuvé pour ce terme. L'Italiano Tecnico Semplificato, comme je disais tout à l'heure, est un projet plus récent. Il a été publié en 2016.
Oui, et il s'agit d'un projet Commentech, donc de l'Association italienne de la communication technique. Et là, à nouveau, là, je travaille dans le comité de terminologie et on est en train de développer aussi des règles concernant, en favorisant par exemple la bionivocité, donc une forme pour un concept et vice-versa, ne pas utiliser de synonymes, etc. Pour certains domaines. Donc, ce qu'on a fait a été d'utiliser ces 3 langues naturelles contrôlées et on a réécrit le texte qu'on a choisi. Donc, pour une question de temps, je passe directement au français rationalisé. Et donc, ici, vous voyez là, il y a le texte de départ, disons, le texte de départ, et de l'autre côté, le texte cible, on peut dire. Et donc, le texte qui a été réécrit avec le français rationalisé. Donc, le français rationalisé impose l'utilisation de termes techniques qui sont approuvés dans le vocabulaire et exige la cohérence terminologique pour ce terme technique dans l'ensemble du texte. Donc, dans les textes originaux, il y avait 2 termes qui sont moins techniques, comme par exemple taux de sucre dans les sangs, ensuite nommé comme glycémie, ou encore sucre, plus tard appelé glucose, ainsi que sucre, absorption rapide, ultérieurement désigné par glucides. Donc, il y a cette règle, à savoir le fait de ne pas utiliser le synonyme, mais en même temps d'utiliser le terme qui est le plus technique, si on veut. Parce qu'il faut, l'objectif est celui de maintenir une certaine précision du message. Donc, ce qu'on peut faire en suivant le français rationalisé, donc les règles comme elles sont aujourd'hui, est d'ajouter une note terminologique. C'est ce que vous voyez là, en disant, OK, on a ce terme technique, disons, le terme spécialisé et son équivalent populaire, donc sa version plus simple. Ces 2 termes désignent le même concept. À partir de maintenant, on va utiliser le terme technique. Là, c'est une stratégie que le français rationalisé permet de faire. Après, il y a aussi des restrictions en ce qui concerne 2 verbes. Donc, par exemple, le verbe survenir, il y en avait d'autres. Demander, prévenir, reconnaître, gérer ne sont pas autorisés dans le dictionnaire. Ce qui, c'est un peu bizarre, au fait, parce que cela requiert de reformuler non de phrases. Donc là, on a fait justement de tests pour voir au fait, il est nécessaire de revisiter, là je reviens au titre de cette communication, revisiter le français rationalisé pour le mettre à jour. Les niveaux de simplification utilisés pour les langues naturelles contrôlées nous a amené aussi à nous demander si elles pouvaient être considérées comme un exemple de langue facile. Donc, comme on le sait, les langues faciles, on vient de le voir avec la communication précédente, sont spécialement conçues pour les personnes souffrant d'handicaps mentaux ou d'autres problèmes neurologiques et cognitifs. Et si on considère les caractéristiques de langue facile, en reprenant le modèle de ma collègue Sara Vecchiato, on constate que leurs caractéristiques semblent être une forme de continuation de la simplification utilisée pour le langage clair. La simplification est très importante d'un point de vue morphosyntaxique et de paraphrase. Par exemple, en allemand, les mots composés sont séparés par de traits d'union. Donc, la rédaction de ce texte en langage clair doit se faire en étroite collaboration avec le destinataire. Et donc, si on compare aussi le langue naturelle contrôlée au langage clair, on constate par exemple que l'utilisation des mots communs n'est pas du tout un principe valable. Dans les langues naturelles contrôlées, lorsqu'un terme existe dans les textes originaux, il doit absolument être utilisé. Et si si l'on devait résumer aussi les principes de langue naturelle contrôlée, on pourrait dire, et là c'est quelque chose sur lequel Sarah est en train de travailler, il s'agit d'une forme de simplification qui suit exclusivement le principe d'explicitation, donc de phrases plus courtes et moins denses, paragraphes décomposés et recomposés, introduction de contenu manquante, sans jamais aller dans le sens d'une plus grande approximation. Donc aucun terme n'est éliminé, les mots rares ne sont pas remplacés et le niveau de détail et de précision restent les mêmes. Donc en résumé, les langues naturelles contrôlées peuvent être considérées comme une forme d'ergonomie linguistique par explicitation.
Donc, en conclusion, la clarté d'un texte se mesurant à son efficacité, nous envisageons d'abord de mettre à jour le français rationalisé, après de tester de façon expérimentale l'efficacité de nos reformulations à l'aide de questionnaires et aussi nous prévoyons de tester la compréhension du texte à l'aide d'un questionnaire avec un groupe de contrôle. Et là, je reviens sur le côté de la terminologie. Donc, l'idée serait celui de calculer la valeur de technicité de termes qui sont contenus dans les textes. Et là, on a, disons, cette idée d'utiliser cette valeur VTEC que j'avais proposée dans un colloque TOT, terminologie ontologie. La valeur VTEC est une formule qui nous permet de calculer le niveau de perception de technicité d'un terme qui est inversement proportionnel au domaine auquel le terme est utilisé. Après, on voudrait aussi automatiser, disons, la simplification en utilisant l'intelligence artificielle. Sur les côtés terminographiques, tous les dictionnaires qui sont contenus dans ce langue naturelle contrôlée, on voudrait le mettre à la disposition avec des ressources numériques en utilisant le paradigme de la terminologie FAIR. Et finalement, la dernière chose, on est aussi en train de travailler sur ces projets qui s'appellent T4Tech, donc Terminology for Technical and Efficient Communication, où l'objectif est celui de fournir un outil d'aide aux rédacteurs techniques, où il y a le rédacteur qui est en train d'écrire et s'il y a une règle, disons, une règle selon les trois langue naturelle contrôlée, le système détecte de façon automatique si la règle n'est pas respectée. Donc, il envoie un message, une proposition de réécriture, c'est ce que vous voyez là. Et dans le même temps, il y a aussi le local term base, donc la base de données terminologique où le rédacteur technique peut gérer la terminologie en travaillant aussi sur la compilation de fiches terminologiques qui sont ensuite structurées selon le format TBX, qui est le format standard pour la réutilisation des données dans les systèmes de traduction assistés par ordinateur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Federica. Merci beaucoup, mais je reconnais ici la présence de Sarah malgré son absence, avec le terme de rédactologie que je n'avais pas trouvé encore dans les résumés, dans l'ensemble du corpus de votre corpus, enfin, du corpus que vous avez constitué avec tous vos résumés, et qui est quelque chose qui, me semble-t-il, est en cours de développement et a des liens très très forts avec la terminologie. Alors j'ai plein de questions, mais je vais laisser la salle du coup réagir, peut-être avant. Oui, Anne. La question du micro est importante pour les enregistrements et les personnes qui sont... voilà. Donc voilà, il est là, il arrive. Alors, c'est bien parce que ça introduit un peu ce dont je vais parler ensuite. Et parce qu'une des grandes questions, des grands problèmes des langues contrôlées, c'est que leur efficacité n'a été que très, très peu évaluée. Oui. C'est-à-dire, quand on dit, oui, il faut faire des phrases de 20 mots ou 25 mots, ou ça dépend des langues, ouais, eh ben, on ne sait pas pourquoi. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, moi, ce que je me demande, c'est s'il ne faudrait pas faire, et c'est en fait ce que je vais proposer, faire une langue contrôlée par situation. C'est-à-dire que prendre vraiment en compte une situation concrète pour adapter ou créer éventuellement des recommandations qui soient propres à cette situation. Parce que moi, je ne crois pas beaucoup à des grandes perspectives. Il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il faut machin. Je pense que ça dépend vraiment des situations. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça. Là aussi, on est en train de travailler dans un domaine qui est très délicat, si on veut, non ? Et il y a aussi c'est pour ça que une des idées est celui de évaluer l'efficacité de l'application de langue naturelle contrôlée avec un groupe de contrôle, donc en faisant un questionnaire. Mais il y a aussi une autre chose, parce que, par exemple, le diabète peut
se manifester aussi si on considère aussi par exemple les enfants, ok, et les enfants doivent être capables de comprendre ce type d'information parce que leur santé est à eux. Donc c'est pas mère ou père qui doivent injecter, non. Donc là aussi il y a une autre situation qui est spécifique et c'est vrai que cela dépend de différentes situations. Oui. Parce que je pensais aussi, là, c'est pas juste un problème de vulgarisation, parce que les gens, ils veulent pas comprendre ce que c'est le diabète, etc. Ils veulent savoir comment en guérir et en combien de temps, etc. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est très particulier quand même. Oui. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en poser une et surtout... tu disais qu'en fait, il y avait la question de justement, la terminologie. Ouais, il y a spontanément, lorsqu'on cherche à simplifier quelque chose, il s'agit de supprimer les termes. Oui. Ce qui, en fait, est de supprimer, alors qu'en fait, c'est complètement à contre-courant. C'est-à-dire que... Alors, j'ai travaillé sur des domaines particuliers et je travaille avec Sarah sur les problèmes de diabétologie, effectivement, que je connais bien aussi. Mais l'exemple qui me vient en tête plus particulièrement est l'exemple de la cancérologie, où j'ai accompagné des rédacteurs pour élaborer des brochures pour des patients. Et donc, en faisant des focus group, donc une méthodologie extrêmement lourde pour justement évaluer la bonne compréhensibilité, la bonne lisibilité. Et vous voyez tous les guillemets que je mets derrière ces mots-là, bien évidemment. Mais il me semble que la problématique là est précisément de s'approprier un vocabulaire et non pas de l'éliminer. Donc il ne faut aussi pas se tromper d'objectif et connaître aussi les besoins en matière de terminologie des gens qui vont la recevoir. Et de fait, ça dépend tellement des situations. J'avais une autre la valeur de la technicité. Alors, je ne connais pas ce que tu as lu là-dessus, mais m'est venu à l'esprit un texte de 1976 de Richaudot qui disait « Faut-il brûler les formules de lisibilité ?» Parce qu'effectivement, peut-on, et alors, de toute façon, je peux répondre oui, mais j'ai peut-être besoin justement de plus d'éléments, peut-on vraiment évaluer la lisibilité à partir d'une valeur que je ne connais pas, je le redis. La valeur VTech, c'est une proposition que j'avais faite en 2019 et après j'ai abandonné là. Donc. Mais bon, c'est justement c'est pas pour la lisibilité, c'est pour évaluer la perception de technicité. Ok, donc c'est pas la même chose parce qu'en fait c'est et cela peut varier en fonction de personnes. Donc, et le principe est très simple parce que l'idée est qu'un terme est perçu comme plus technique si ce terme appartient à un seul domaine, alors que si le terme appartient à plusieurs domaines, il est perçu comme moins technique. Donc, c'est ça l'idée. Parce qu'en fait, même dans le contexte de la recherche d'informations, donc là, je passe à Information Retrieval, on parle toujours de spécificité. L'idée, c'était justement d'essayer de trouver une méthode, si on peut, pour évaluer, pour calculer le niveau la perception de technicité, de spécificité de ce terme, afin de comprendre si après, on doit simplifier ou non. C'est ça. Okay. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Merci. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Moi, je travaille sur des corpus juridiques, donc évidemment, la question de la simplification est une question qui traverse le droit depuis très longtemps. Et alors, il y a plusieurs auteurs qui ont fait les mêmes remarques que la vôtre, à savoir qu'est-ce que ça veut dire rendre lisible et qu'est-ce que ça veut dire rendre clair. Par exemple, un terme comme synallagmatique qui est un terme d'appartenance juridique dite exclusive est très clair. Il est un peu archaïque. Ceci dit, il a un sens. Donc c'est un terme du droit, un contrat synagmatique, c'est un contrat qui engage des parties qui ont signé réciproquement le contrat, à la différence du contrat unilatéral. Et pour le coup, il est archaïque, mais il est très clair.
Et on voit à l'inverse en droit, par exemple, cette grande critique qui est faite donc justement sur le caractère trop technique du droit et d'une tendance à vouloir écrire en langage simple le droit, des termes du langage courant, c'est-à-dire qui n'ont pas été définis, etc., qui charrient avec eux toute la polysémie de la langue générale, et qui au contraire complexifient beaucoup finalement la lecture des textes, et puis empêche le justiciable de savoir très précisément à quoi il s'engage quand il fait telle et telle chose. Et qui lui interdisent finalement de pouvoir calculer la prévisibilité des règles, c'est-à-dire de quelle manière, qu'est-ce qui risque de m'arriver si, par exemple, j'invoque tel et tel concept du droit, etc. Donc en fait, la précision en droit, c'est un gage de sécurité juridique, enfin du moins ce que disent les juristes, c'est que et donc finalement... Enfin, je m'étends un peu, mais ce que je voulais dire par là, c'est que derrière ces questions de simplification, etc., on a généralement quelque chose qui ressemble plus. Là, je regarde par rapport à votre corpus sur les questions diabétiques, mais c'est aussi des personnes diabétiques, par exemple, qui doivent s'injecter elles-mêmes leur insuline, qui doivent... Et derrière tout ça, et ça me fait penser au FALC aussi, parce que on parle de français facile, alors qu'on définisse le français facile. Facile, c'est opposé au difficile. Mais qu'est-ce qui est devenu difficile? Pour les personnes migrantes, c'est le droit. Le droit est devenu complexe. Il l'était moins jusqu'à présent. Or là, ils sont confrontés, par exemple, à un droit de plus en plus complexe, sans avoir les soutiens juridiques nécessaires, par exemple, pour opérer leur démarche administrative. Et donc le français facile accompagne en fait une complexification du droit des migrants, de la même manière que ce type de français langue contrôlée, enfin de langue contrôlée, accompagne aussi une autonomisation plus grande du malade. Donc j'essaie juste de mettre en parallèle avec un contexte plus général qui fait que la simplification n'est pas forcément au service de la personne, mais peut être en fait le signe d'un abandon de la personne. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je viens d'expliquer. C'était tout à fait clair et merci aussi d'avoir partagé disons, cette expérience dans le contexte plus juridique. Moi, généralement, je travaille presque toujours dans le contexte médical, mais c'est vrai aussi qu'il y a ce cas-là, oui.